Bonjour, vous écoutez bien la confiture confinée, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. Alors en fait on n'est pas vraiment ensemble, on est chacun de notre côté en face de notre ordinateur. Voilà, donc on a quitté le studio d'enregistrement, enfin on a quitté ton studio. Mon salon quoi. Ton salon, donc on n'est pas ensemble, la qualité du son va sans doute s'en ressentir et c'est pour ça qu'on va faire un peu plus court. Oui, on ne va faire que des petits sujets. Et d'ailleurs, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Eh ben on va parler de deux petites choses, on va parler de renard et on va parler de visage. Ça envoie des paillettes comme ça, renard et visage. Voilà, c'est un peu cryptique, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Et donc c'est moi qui commence en parlant de renard domestique même. Ah. Parce que on a un peu parlé de Saint-Exupéry l'autre fois, tu m'as fait la petite citation, s'il te plaît, apprivoise-moi, dit le renard au petit prince. Voilà, on se croirait à un mariage. Voilà, c'était ça. Alors c'est joli dans le petit prince, c'est un peu triste aussi. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'on peut apprivoiser un renard? Alors, je crois que d'après mes sources, j'ai regardé un documentaire là-dessus qui s'appelait Rox et Rookie. Et je suis pas sûr que ce soit possible. Alors si, en fait, on peut apprivoiser toutes sortes d'animaux, même ceux qui, en théorie, pourraient être bouffés en 2 secondes. Bon, pas toutes les espèces, mais toutes les espèces plus ou moins intelligentes. Oui, et ça dépend de ce qu'on appelle apprivoiser. Bah, en fait, quand t'apprivoises un animal, ça reste un animal sauvage. C'est juste que, il est un peu ton ami vite fait, quoi. Ouais, il est un peu poli, quoi. Ouais, il te bouffe pas tout de suite, il te demande avant de te bouffer. Mais ça reste un animal sauvage, ce qui fait qu'il peut avoir des réactions d'animal sauvage, par exemple, te bouffer, ou fuir. Ou te bouffer et fuir. Aussi, et appeler ses potes. Mais en fait, si le petit prince veut être vraiment ami avec le renard, il faut le domestiquer. Parce qu'il y a une différence entre apprivoiser et domestiquer. Les chiens, c'est une espèce domestiquée, comme le cheval, la vache, le cochon, etc. Le chat. Le chat, c'est un petit peu discutable. Oui. Certains diraient que le chat nous ont domestiqués, nous. Oui. Mais bon, c'est un débat dans lequel on rentrera pas. Mais donc, comment faire pour que le renard devienne vraiment l'ami du Petit Prince, comme Milou est vraiment l'ami de Tintin, par exemple? Eh ben, c'est une question que s'est posée Dimitri Konstantinovitch Beliaïev. Pardon pour mon russe, Donc, qui est belge. Oui, tout à fait, Beliaïev. Non, en fait, en 1959, il est en URSS, donc le Petit Prince est sorti en 1943. Est-ce que c'est ça qui l'a inspiré? On ne sait pas. Mais en tout cas, Dimitri, il est généticien. Or, comme tu nous l'avais expliqué quand on avait parlé de Lysenko, être généticien dans les années 50 en URSS, c'est pas hyper cool. Non, effectivement. Si vous voulez en savoir plus, retournez écouter notre tout premier épisode. Et voilà, exactement. Donc, le son sera peut-être encore pire que ce qu'on fait maintenant. Effectivement. Et donc, comme c'est quand même un peu un rebelle, Beliaïev, il veut quand même comprendre, en tant que généticien, comment l'homme a transformé le loup en teckel à poil dur, par exemple. Et pour ça, alors déjà, il va attendre la mort de Staline en 1953 pour que Lysenko perde un petit peu de son pouvoir. Pour être sûr de pas se faire déranger, il va quand même aller s'exiler en Sibérie, à Novosibirsk. Mais la Sibérie, c'est le centre de tout en ce moment. Enfin, de toutes nos histoires. Ouais, c'est vrai que ça revient à chaque fois. Et où il va créer donc un centre scientifique. Et il va se mettre à faire copuler des renards, tranquillement, sans que Staline ni Khrouchtchev mettent leur nez dedans. Parce que Khrouchtchev, il est un peu ambivalent sur la génétique. Il sait pas trop. Il se pose des questions, il est bicurieux. Ouais, il est un peu bicurieux. En fait, il a repris un peu les trucs de Staline et de Lysenko, il a dit, c'est pas cool la génétique, mais sa fille, à Khrouchtchev, qui est journaliste, d'après ce que j'ai compris, a écrit des articles sur la génétique. Et bon, comme c'est quand même un bon papa, voilà, il garde l'esprit ouvert, quoi. Oui, comme José Bové, dont le père est généticien. Ah ouais? Ouais, il me semble. Je ne savais pas, mais c'est fort possible. On vérifiera avant de laisser ça dans le podcast, mais... Ouais, voilà. Peut-être qu'on le coupera, parce que sinon il va nous attaquer en justice pour diffamation. Bref, l'hypothèse de départ de Dimitri Beliaïev, c'est que les hommes du néolithique, donc les premiers hommes qui ont domestiqué le loup, l'ont fait en gardant les plus domesticables au sens de Beliaïev, c'est-à-dire ceux qui fuient le moins devant l'humain. Donc au début, c'est même pas des loups qui sont sympas, c'est juste des loups qui fuient pas. Qui sont un peu moins craintifs. Voilà, moins craintifs. Ou inconscients.
Enfin, ou en tout cas qui sont craintifs, mais qui dans Fight or Flight ont juste la réponse de la biche en face des phares d'une voiture, c'est-à-dire je ne fais rien, en espérant que ça passe. Et donc il envoie son assistante Lyudmila Trut. J'allais faire une référence à des porn stars, mais peut-être pas. Je suis pas sûr que ça se prononce Trut, mais en tout cas ça s'écrit T-R-U-T, donc voilà. Ah non, moi j'étais resté sur je ne fais rien en attendant que ça passe, en espérant que ça passe. Bon. Aussi. Bref, en tout cas, Lyudmila Trut va dans les fermes à fourrure du coin et récupère 130 renards, 30 mâles et 100 femelles, qu'elle choisit parmi ceux qui déjà sont les moins peureux, quoi. Déjà ceux qui sont pas morts en captivité, parce que le renard moyen, quand tu le mets en captivité, y en a plein qui font des crises cardiaques. Et donc elle prend ceux qui sont déjà un peu les moins peureux. Ensuite, ils vont, au sein de ces 130, récupérer ceux qui sont vraiment les moins peureux, et c'est ceux qui vont avoir le droit de se reproduire. Tout ça, comme ils veulent étudier la génétique de la chose, ils essayent pas d'apprivoiser ces renards-là, c'est-à-dire qu'ils les laissent dans leur cage, il n'y a pas d'interaction particulière avec les humains, quoi. D'accord, et les autres, ils les mangent, quoi. Non, les autres, en fait, ils vont en garder un certain nombre pour faire un groupe témoin. Non, un groupe témoin, et puis les autres, je pense qu'ils les revendent, ou ils les tuent, enfin bon. Oui, je sais pas quel est le cours du renard à ce moment-là, mais... Bah, la fourrure du renard est toujours... c'est toujours bien, oui. Ouais, c'est toujours bien. Il va y avoir beaucoup de renards morts dans cette histoire, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Donc, une fois que les renards les moins craintifs se sont reproduits, à partir de 1 mois et jusqu'à la majorité sexuelle, donc jusqu'à 7-8 mois, on va tester les renardeaux, on va les tester sur leur propension à se laisser caresser par les scientifiques et à fuir ou non l'être humain. Donc à préférer la compagnie des humains à celle des autres renardeaux. D'accord. Et on va faire, grâce à ça, 3 groupes. Le groupe 3, c'est les moins domesticables au sens de BIAIF, donc les plus peureux, les plus sauvages. Le groupe 2, c'est ceux qui se laissent approcher et qui se laissent toucher, mais qui ont pas l'air d'être hyper cool avec cette histoire. Et le groupe 1, c'est ceux qui sont sympas. Ceux qui se laissent approcher, se laissent caresser et ils te mordent pas la main. Ok. Et on va faire reproduire le groupe 1. Et ainsi de suite pendant plein de générations. Donc on sélectionne les sympas. Voilà. On fait un groupe de renards hyper cool, relax et tout. Voilà, c'est ça. On prend les renards un peu pisses, et puis on les fait se reproduire, donc tous les 8 mois, quoi. Ce qui fait que, t'as un peu plus de générations par an. Au bout de 6 générations, ils sont obligés de créer un nouveau groupe, le groupe 1E, c'est-à-dire les élites du groupe 1, c'est-à-dire les renardeaux qui cherchent activement le contact avec l'humain. Ah, en bon camarade renard. Voilà, c'est ça. Ou ceux qui ont le plus le syndrome de Stockholm. On sait pas. Toujours est-il, donc, c'est... Syndrome de Stockholm qui n'existe pas, hein, rappelons-le. Ah ouais? En tout cas, c'est sujet à très forte controverse dans la communauté psychologique. Eh ben, on cherchera un petit peu pour voir. Et on fera un épisode dessus. Bref, donc ensuite, c'est que le groupe 1E qui se reproduit. Et à la 10e génération, on a 18% des renardeaux qui font partie du groupe 1E. À la 20e, on a 35%. Et en 1999, au moment où ils publient un petit peu leurs résultats, on a de 70 à 80% des renardeaux qui font partie du groupe 1E. Donc ça, le mec, ça fait 50 ans qui fait baiser des renards. Qu'il élève des renards, d'accord. J'espère qu'il a un truc à côté. Bah, il est payé par l'État, parce que jusque dans les années 90, il est scientifique soviétique, donc tranquille. C'est vrai. Quoi. C'est vrai. Et en plus, c'est un institut, hein, ils sont pleins les mecs et tout. L'Institut du renard, de la génétique du renard. Non, alors j'ai pas noté le nom de l'institut, mais bon, c'est un nom d'institut qui fait un peu sérieux, quoi. Biologie, je sais pas quoi, parce qu'ils mettent pas génétique dedans au cas où il y a un Lysenko revienne. Ouais, au cas où Staline se rende compte. Ouais, voilà. Et en fait, à partir de la 10e génération, il commence à apparaître chez les renards du groupe 1E des comportements qui ressemblent de plus en plus aux chiens. Bon, déjà dans l'arbre des espèces là, le renard c'est un canidé, hein, c'est pas très loin du chien. Oui. On aura remarqué en regardant un chien et un renard, c'est quand même, il y a moins de différence entre un chien et un renard qu'entre un chien et un poulpe, hein. Et donc, à partir de la 10e génération... je te laisse complètement libre de tes vues spécistes. Ouais, j'avoue, je suis un peu spéciste là-dessus.
Et donc à la 10e génération, t'as des renards qui commencent à remuer la queue quand ils voient des humains qu'ils connaissent, comme un chien. Ils commencent à sauter sur les genoux des scientifiques, à leur lécher le visage. Il y en a une à un moment, alors sur une des générations, qui en prend un comme animal de compagnie, qui le ramène chez elle et elle le promène dans son quartier sans laisse. Et le renard reste au pied et tout, comme un chien. Et il commence aussi à comprendre la gestuelle humaine, notamment quand tu pointes du doigt quelque chose, quoi. Oui. Hein, ils sont pas encore à parler le langage des Répondre. signes. Hein. Non. Non, mais comme un chien un petit peu dont on dit, c'est plus ou moins vrai, hein, moi dans les chiens que j'ai rencontrés, mais que les chiens instinctivement comprennent quand tu pointes quelque chose qu'il faut pas regarder le doigt, mais qu'il faut regarder ce que le doigt pointe. Bon, il y en a certains qui restent un peu cons. Oui, enfin il y a des humains aussi, donc bon. C'est vrai. Mais je pas pour l'opprobre sur les chiens. Il y a des humains qui sont sacrément cons. Ouais. Et il commence à y avoir des changements physiques aussi. C'est-à-dire que la fourrure des renards commence à être tachetée, leurs oreilles restent tombantes, parce qu'en fait le renardeau a l'oreille tombante, un petit peu comme le chiot, mais à l'âge adulte, comme la plupart des chiens, les oreilles se redressent chez le renard. Et là, dans les renards qui sont en cours de domestication, donc les oreilles restent tombantes à l'âge adulte, la queue se recourbe vers le haut, comme chez certaines races de chiens, les pattes sont plus courtes et les crânes deviennent plus étroits. Et dernier truc qui aurait peut-être dû leur mettre la puce à l'oreille, ils commencent, alors certains, pas tous, mais ils commencent à avoir des mâchoires prognates ou rétrognates, c'est-à-dire avec les dents du dessous qui vont trop loin en avant ou trop loin en arrière. Ce qui, chez les chiens de race, est un peu considéré comme des marqueurs de consanguinité. Bah oui, peut-être que au bout d'un moment, ils rajoutent pas un peu de diversité génétique par là. Voilà. Alors ça, c'est peut-être un truc qui a un peu biaisé leur expérience, mais dans les articles scientifiques que j'ai lus, ils en parlent jamais. Mais pourtant, tout ce que je viens de dire là, la fourrure tachetée, alors la fourrure tachetée qui en plus devient de plus en plus blanche, c'est un marqueur de consanguinité chez les chiens. Les oreilles tombantes, pareil. On pense par exemple aux dalmatiens qui sont particulièrement cons. Oui. Là encore, tu assumes tes propos. Hein. Moi, j'ai des amis dalmatiens qui vont très bien. Alors moi, je connaissais un dalmatien quand j'étais gosse. Il savait monter les escaliers, mais il savait pas les descendre. Ah. Écoute, chacun ses compétences. Je pense qu'il faut pas juger sur une vue totalement utilitarienne. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bref, ça a peut-être un petit peu biaisé leur expérience, ou peut-être qu'en fait, pour domestiquer les animaux, faut les rendre un petit peu teubés en les rendant consanguins. On ne sait pas encore. Et dernier changement, des changements physiologiques. Chez les renards domestiques, ils produisent moins d'adrénaline et plus de sérotonine. Ce qui expliquerait un petit peu pourquoi ils sont un peu moins vénères, quoi. D'accord. Parce que la sérotonine, c'est pas l'hormone du bonheur comme la dopamine, mais c'est quand même une hormone qui te rend un peu pisse, quoi. Ouais. Et qui peut te donner des hallucinations. En gros, si je comprends bien, c'est pas tant qu'on les a domestiqués, c'est qu'on les a sélectionnés pour être un peu amorphes. Ah, on les a sélectionnés pour être moins peureux. En fait, j'ai lu quelque part que une des conclusions qu'on pouvait tirer de cette expérience, c'est qu'au moment où l'homme a voulu domestiquer le loup, il a pas cherché des loups intelligents, il a cherché des loups qui étaient pas peureux, qui avaient pas peur de lui, et en les sélectionnant comme ça, il a fini par obtenir des loups intelligents. L'hypothèse étant que le loup sauvage normal ou le renard sauvage normal, quand il voit un être humain, il peut pas faire appel à son intelligence parce qu'il a trop peur. D'accord. Alors qu'en soi, il aurait l'intelligence quand même de comprendre ce que l'humain veut de lui. Bah ça, on doit pouvoir faire un peu l'expérience dans des zoos ou dans des trucs comme ça. Ouais, peut-être, mais après c'est là où on retourne au truc du début, c'est que on tombe sur des animaux qui sont apprivoisés, c'est-à-dire que tu vas trouver certains individus qui ont pas trop peur et qui vont effectivement comprendre certains trucs, mais ça sera pas toute une espèce, parce que les chiens quand même, ils sont tous cool, quoi. Oui. Même s'il y en a qui sont un peu plus cons que les autres. Bref, tout ça, ça tend à confirmer l'hypothèse de départ de Belyaev. Sauf que ce cher Dimitri va mourir en 1985 d'un cancer. Bon, c'est comme ça arrive. Lyudmila Trut reprend... C'était un cancer héréditaire ou... On ne sait pas. Peut-être que c'est un cancer provoqué par la pisse de renard. On ne sait pas non plus, mais bon. Bref, son assistante, donc Lyudmila Trut, reprend les rênes. Mais à la fin des années 90, début des années 90, chute de l'URSS, fin des années 90, crise économique. Donc le laboratoire de génétique de Novosibirsk a un petit peu des problèmes de pognon.
parce que ça coûte cher hein, quand même d'entretenir tous ces renards. Ils en ont plusieurs centaines en permanence dans leur truc. Oui. Et donc, pour maintenir le truc à flot, ils sont obligés d'en revendre certains à l'industrie de la fourrure. Mais pourquoi ils les vendent pas comme renard domestique? C'est ce qu'ils vont faire après. Parce que c'est hyper cool quand même d'avoir ton renard. Oui. Alors, comme ça a l'air hyper cool d'avoir un renard domestique. Mais c'est ce qu'ils vont faire. En fait, au début des années 2000, ils vont commencer à faire ça, notamment aux États-Unis. Ça coûte un peu cher, hein. Ça coûte entre 6 000 et 9 000 euros d'avoir un renard domestique qui vient de Sibérie. Oui. La différence de prix venant la différence selon les pays. Parce que il y a certains pays qui sont un peu vénères contre le renard. Mais en fait, donc en 1999, Lune Milatrut, elle va publier un compte-rendu de ses recherches. À l'époque, personne n'a décrypté le génome du renard, le génome du renard. Mais donc, comme elle publie un article, aux États-Unis, une certaine Anna Kukekova de l'université de l'Illinois. Ouais, enfin, Illinois. C'est possible que ce soit un peu l'Illinois de l'Est, mais surtout quand tu l'entends parler, il a quand même encore un très fort accent d'Europe de l'Est. Bref, donc Anna Kukekova a séquencé le génome du renard et a trouvé 103 zones génétiques qui sont impliquées dans les changements entre le renard domestique et le groupe témoin, donc ceux du groupe 3 là qui ont quand même continué à se reproduire. Et ils ont notamment trouvé un gène, le gène SORCS1 de son petit nom poétique. Oui. Qui est commun à beaucoup d'espèces, de mammifères notamment. Chez l'homme, c'est un gène qui est lié à l'autisme et aux troubles bipolaires. D'accord. On n'en tirera aucune conclusion, hein, un renard n'est pas un homme. Et on pense tous à un copain, là. Ah oui ? Je pense qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un à qui ça peut faire penser. C'est vrai. Donc, en plus des résultats quand même un peu intéressants qu'avaient obtenus les types en Sibérie, les généticiens, grâce à Anna Kukekova et à cette expérience, ont pu conclure que en sélectionnant un trait de caractère, on peut modifier la physionomie et la physiologie d'une espèce animale. Et a priori de l'humain aussi, hein, y a pas de raison. C'est pas un peu tout le principe de l'évolution ? Enfin, Si. j'ai du mal à comprendre. Si, c'est complètement le principe de l'évolution, mais ils s'attendaient pas à ce que en sélectionnant seulement un caractère, en plus un caractère. Ouais, un truc qui est pas dépendant d'une caractéristique physique. Voilà, un comportement presque plus qu'un caractère. Oui, d'accord. Ils s'attendaient pas à ce que ça modifie autant la physionomie et la physiologie du renard, et ça explique un petit peu en fait pourquoi le loup a pu devenir un teckel à poil dur, quoi. Ouais. Enfin, on a tous vu les mèmes là. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je m'approche du feu ? Et se transformer en teckel, ouais, en caniche. Du coup, ta conclusion, c'est un peu que on peut apprivoiser un renard, mais ce sera plus un renard. Ça deviendra un renard domestique. Si tu le domesties... Si tu l'apprivoises? Pas tout à fait, parce qu'en fait, tu peux tout apprivoiser. Si tu le domesticises, tu le rends domestique. Ouais. L'espèce va un peu se transformer. Voilà. Tu transformes l'espèce. Et donc, tu disais, mais alors, ça serait cool d'avoir des renards domestiques chez soi et tout, que tu vends. Aux États-Unis, il y a le Judith Bassett Canine Education and Conservation Center, qui est donc une ferme à chiens, quoi, plus ou moins, à San Diego, qui en a acheté 5 des renards domestiques de Sibérie. Et ils mettent en avant un certain Boris, qui est donc un petit renard blanc assez mignon, on mettra les photos sur Twitter, qui donc se comporte un peu comme un chien, hein. Il te fait la fête quand tu rentres dans une pièce, il cherche des caresses, il saute sur les genoux de sa maîtresse, etc. Il comprend quand tu pointes du doigt des trucs, il y a quelques vidéos, c'est marrant. Mais la fille qui gère le centre, là, dit quand même à un moment, bon, c'est pas non plus entièrement un animal domestique et un chien, hein, quand même, parce que par exemple, si tu laisses ton café sur la table basse et que tu pars, je sais pas, chercher du sucre, il y a de fortes chances pour que Boris il pisse dans ton café. Écoute, chacun son vélo, comme on dit dans le Nord-Pas-de-Calais. Effectivement. J'ai jamais goûté, je sais pas. Moi non plus, je ne sais pas ce que sent la pisse de renard, c'est peut-être moins pire que la pisse de chat, mais bref. Je n'en mettrai pas dans mon café. Donc l'expérience n'est pas finie quand même en Sibérie, puisque Dimitri, à la base, pour que ça soit fini, il voulait que vraiment on ait des renards qui se comportent comme des chiens. Le labo est plus ou moins à l'équilibre financier, donc en vendant quelques-uns comme ça, mais c'est pas terrible. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être donner un petit peu d'argent au labo, parce que sinon, ils ont quand même
gâché, entre guillemets, la vie de 50 000 renards, hein, les mecs en Oui. Sibérie, là. Et avant d'en avoir un domestique dans les rues de Paris, il y a un petit problème, c'est que c'est encore considéré comme un nuisible en France, donc c'est interdit. Hein. Oui. Qu'on en tue 500 000 par an, en moyenne, des renards. Alors je rassure les amis des renards, la population de renards en France continue à augmenter quand même, hein. Il y a énormément de renards, c'est le mammifère le plus endémique d'Europe. Et si vous voulez vraiment avoir un animal de compagnie qui ressemble à un renard, bah vous faites comme moi, vous prenez un Royal Bourbon, c'est un chien jaune, un corneau des îles, ça ressemble vachement à un renard et c'est vachement plus sympa. Et ça fait la fête. Et ça fait la fête, et surtout ça pisse pas dans ton café. Ça essaye de le boire. Bon, Bon. le problème. En général, elle essaie pas de boire là où elle pisse. Généralement, pour l'instant on l'a Donc- pas vu en tout cas. Donc c'est bon signe. Donc c'est bon signe. On mettra les photos des petits renards domestiques Bah oui. de San Diego parce qu'ils sont vraiment hyper cute. Eh ben, on n'a jamais trop de cuteness, surtout par les temps qui courent. Oui. Moi, je vais raconter un peu. Toi, t'es revenu en Europe de l'Est. Moi, je vais aller à l'autre bout du monde. Je vais aller en Floride. Ah oui. Floride 2004. Mhm. L'heure est grave. On L'heure est chez- toujours grave en Floride. On est chez Diane Duis. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette Diane Duis? Bah, elle croque dans son grilled cheese. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grilled cheese, déjà? Du gras. Faut imaginer un croque-monsieur fait par des gens qui n'ont pas inventé le jambon et qui n'ont pas inventé l'appareil à croque-monsieur. C'est un peu la version du croque-monsieur pour les peuples primitifs, on va dire, comme les Américains. Donc, Alors- notre amie Diane. Ne mets pas tous les Américains dans le même panier non plus, s'il te plaît. Bah, écoute, je mettrai dans le même panier les Américains qui mangent pas de croque-monsieur, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Donc, notre amie Diane, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle s'arrête avec horreur parce qu'elle se rend compte que le grilled cheese qu'elle était en train de croquer, bah, dessus, il y a le visage de la Vierge. Et comme elle l'a bien connu, elle l'a reconnu tout de suite. Bah, tout de suite, bim, ça a fait tilt. Donc, elle s'arrête de manger, elle y touche plus. Et en fait, c'est une expérience qui est assez classique finalement. On l'entend souvent. Surtout venant des États-Unis. Peut-être que le grilled cheese est particulièrement adapté à ça, mais le fait de discerner des visages, de discerner des formes dans les nuages, bah, c'est des choses qui viennent assez naturellement. Mhm. Et ça, c'est dû en fait à la façon dont fonctionne notre cerveau. Ouais, c'est ce que je me disais, ça doit être un biais. En fait, il y a deux fonctionnements de notre cerveau qui font que on est habitué à faire ces connexions-là. D'abord, c'est que notre cerveau il fonctionne un peu différemment des ordinateurs. C'est-à-dire qu'un ordinateur, alors un peu moins maintenant qu'on a des processeurs un peu plus évolués, mais globalement l'ordinateur à la base il est pensé pour faire une chose à la fois. Ouais. Et il a une ligne de commande, bah, il déroule ses commandes. Mhm. Notre cerveau, il fonctionne pas du tout comme ça. Notre cerveau, c'est plein de neurones, de centres différents qui gèrent des informations différentes tout en même temps. Mhm. Et ça permet de voir beaucoup plus facilement apparaître des motifs, Mhm. tu vois, plutôt que de faire les trucs de façon très séquentielle. Ouais. Et l'autre façon dont on réfléchit aussi, c'est que en fait notre perception, c'est un processus qui est en fait en constante construction. C'est-à-dire que quand on voit une image, on va pas l'analyser à partir de rien, mais Mhm. on va la comparer en fait dans notre cerveau à partir de plein de choses qu'on connaît. Ouais. Et on va rajouter des étiquettes dessus. Mhm. Et très vite, en fait, notre cerveau s'entraîne, ce qui fait que quand tu vois un cheval, bah, t'as pas besoin de te dire c'est un cheval, tu le sais instantanément. Ouais. T'as pas besoin de voir tous les animaux à quatre pattes dans ta tête et de dire bon alors attends. Oui, qu'est-ce mais que même c'est t'as pas besoin de te faire un effort toi pour te dire bon alors cette bestiole elle a quatre pattes, elle fait à peu près cette taille-là, ça doit être un cheval. Mhm. C'est Oui. tu le sais d'instinct en fait. Ouais. Et d'instinct en fait c'est de la même façon quand tu vas voir un nuage qui ressemble à un cheval, bah le premier truc que tu vas te dire c'est un cheval. Ouais. Et pas c'est un zèbre. Le rasoir de canne, tout ça. Bah je pense que si tu vois les rayures, tu vas te le dire assez Ouais. vite. Ouais, c'est vrai. Et ça, ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui fonctionne. Alors, ça fonctionne d'autant mieux qu'on te le suggère, parce qu'en fait, c'est un peu comme un processus d'étiquetage. Hein. Donc, si on te suggère l'étiquetage en avance, tu vas avoir tendance à le faire toi naturellement. Tu veux dire, c'est un peu la différence entre si on te fait une question à réponse libre ou une question à choix multiple. Un peu. Si on te montre un nuage
en te disant tiens regarde, il ressemble à un zèbre, bah tu vas voir le zèbre beaucoup plus facilement. Ouais. Que si on te dit juste tiens regarde le nuage, est-ce que tu trouves pas qu'il a un truc bizarre? Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qui est pas uniquement visuel. Ça marche aussi dans d'autres stimuli, notamment des stimuli sonores. Ouais. Si tu veux, on peut très bien t'induire des motifs que nous on comprend parce qu'on a notre cerveau qui est habitué à penser en français. Du coup, si on écoute par exemple le début de Unforgiven, on va les entendre très clairement dire nous vendons des œufs. Alors Unforgiven. Alors je vais passer la musique. Hop. Alors, tu vois, bon, ils disent forcément absolument pas ça. Ouais, mais effectivement, comme tu me l'as dit avant, c'est le premier truc que j'ai entendu. Et c'est aussi le principe, en fait, c'est tout cet étiquetage, c'est aussi le principe du test de Rorschach. Ouais. Comment tu associes des formes à des objets, des sentiments, des choses comme ça. C'est tout ce principe-là, en fait. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que on raisonne comme ça? Bah, l'hypothèse, c'est que ça a un rôle évolutif. C'est-à-dire que l'homme, alors avant qu'il soit confiné chez lui et qu'il ait plus le droit de sortir, bah, il vivait dans la nature où il y a plein de stimuli. Ouais. Et à un moment, c'est quand même hyper intéressant d'un point de vue de l'évolution d'être capable de comprendre dans tout ce bruit qui sont tous ces stimuli, lesquels sont par exemple le bruit d'un prédateur qui s'approche. Ouais. Ou de savoir repérer une proie dans la forêt. Ouais, et puis de faire tout de suite la différence entre un zèbre et un lion, quoi. Voilà. Et en fait, donc ça, on suppose que c'est une caractéristique qui a, encore une fois, été poussée par l'évolution. Mais il y a un point qui est intéressant, c'est que c'est vrai pour les sons, c'est vrai pour les images, on les associe à d'autres images, mais c'est encore plus vrai quand on parle de discerner des visages. En fait, on se rend compte que l'être humain est hyper doué pour naturellement reconnaître des visages, et c'est pour ça qu'on les reconnaît un peu partout. Alors, si tu veux, en 2008, on a une chercheuse de Caltech qui s'appelle Doris Tsao, qui a fait une série d'IRM fonctionnels. Donc, IRM fonctionnel, qu'est-ce que c'est? C'est on regarde quelle partie du cerveau s'active quand tu fais quelque chose. Ouais, généralement quand tu montres des images au mec qui est au milieu de l'IRM, quoi. Voilà, quand tu montes des images, quand tu fais des sons, quand tu peux même inverser le truc et faire réagir des images aux zones du cerveau qui s'activent. Hein, tu peux le faire dans l'autre sens. C'est comme ça qu'on arrive à faire jouer des gens à Pong par la pensée. Bon, ce qui est con, c'est qu'il faut un IRM portable. Ouais, c'est pas hyper pratique, mais on arrive et c'est assez intéressant toutes ces questions-là. Bref, elle, qu'est-ce qu'elle fait avec son IRM fonctionnel? Elle va montrer que en fait, on a environ 200 neurones, donc il y a un nombre assez faible de neurones finalement, qui sont dans 6 régions du cortex temporal inférieur, qui sont dédiées à la reconnaissance du visage. Ouais. Donc on a vraiment, en fait, c'est vraiment physiologique chez nous. On a une partie de notre cerveau qui est faite pour reconnaître les visages. Ah, donc tu veux dire que ma copine, par exemple, qui est incapable de reconnaître un visage, en fait, elle a un bout de cerveau en moins. Elle a des connexions qui marchent pas très bien. Elle va être contente. Et du coup, bah, c'est pas étonnant, en fait, qu'on voit des visages partout. Oui, bah oui. C'est pas étonnant parce que, bah, finalement, c'est un trait, ton cerveau est fait pour entraîner à reconnaître des visages. Et peut-être que du coup, la Floridienne, là, qui voyait le visage de la Vierge dans son croque-monsieur, elle a le truc inverse de ma copine, c'est qu'elle a ce truc-là qui est trop développé. Peut-être, et je sais pas, je vais me garder de faire des diagnostics à distance, mais c'est possible qu'elle ait une vision exacerbée et que une fois qu'on t'a dit tiens regarde c'est la Vierge, bah tu la reconnais encore plus facilement. Ah oui, surtout qu'on la voit souvent quoi. Et en fait c'est tellement quelque chose qui est important chez les humains que bah ça devient une fonction de la pensée profonde quoi. Ça devient sous-cortical. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en toi et que tu n'actives pas, qui se fait en permanence à ton dépens. Et là aussi, pourquoi c'est important? Parce que bah on pense que c'est un rôle évolutif très important parce que ça permet, bah par exemple, de reconnaître des gens que tu connais. Et ton enfant, par exemple, peut-être.
ton enfant ou tes parents quand t'es enfant. Oui. Et donc de réclamer à tes parents de la nourriture. Voilà. Et pas recevoir des coups de pied, donc juste. Voilà. Ça te permet de reconnaître après tes amis de tes ennemis, ce qui est quand même assez pratique pour survivre. Effectivement. Et ça va te permettre aussi de distinguer les émotions. Ah oui. Parce que tu vas commencer à mieux comprendre et mieux reconnaître les visages. Donc tu vas pouvoir commencer à distinguer des émotions, ce qui est pratique là encore pour prévenir une attaque ou pour savoir reconnaître les signes de la reproduction. De la reproduction. Par exemple. Savoir quand quelqu'un est plutôt positif envers toi, quoi. Ouais. N'oublions pas que de nos jours, si on veut reconnaître les signes du consentement, c'est un oui et rien d'autre. Oui, voilà. Et que quand même, on peut se douter que quand la personne fait une grimace au moment où on s'approche d'elle, c'est qu'elle n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, moi elle rit, donc je prends ça comme un hommage à mon humour. Oui, c'est positif comme réaction, c'est bon. Exactement. Pour revenir à ta copine qui a du mal avec les visages, il faut savoir qu'il y a environ 2% de la population qui ont des problèmes à distinguer les visages et à les reconnaître. C'est donc suivant la sévérité, c'est ce qu'on appelle la prosopagnosie. Ouais. Donc la prosopagnosie, c'est la difficulté à reconnaître des visages que tu connais. Et ça peut avoir des cas vraiment extrêmes. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont incapables de reconnaître leurs enfants. Enfin, en photo, quoi. Ouais. Non, mais en vrai, du coup, aussi, je pense. Donc, du coup... En vrai, tu vas avoir d'autres stimuli. Tu vas avoir la voix, par exemple, qui peut t'aider. Tu vas avoir... Ouais, puis à la sortie de l'école, tu te dis que l'enfant qui se jette dans tes bras, ça doit être le tien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un indice, généralement. Note pour les enfants qui nous écoutent, ne vous jetez pas dans les bras des inconnus à la sortie de l'école. Du coup, t'as même des gens qui sont incapables de reconnaître leur visage à eux dans un miroir. Ah, comme ma chienne. Voilà, peut-être qu'elle a un problème de prosopagnosie. Je sais pas si ça existe chez les chiens. Moi, elle fait du coup, elle essaye de faire le tour du miroir pour voir où est le chien qui la regarde. Et du coup, cette maladie, elle a pour effet une certaine anxiété. Parce qu'en fait, tu sais pas si les gens autour de toi, tu les connais ou connais pas. Ouais. Imagine vivre ta vie où à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu te poses... Non, mais c'est un inconnu. Ou au pire, tu te dis, merde, est-ce que je lui ai déjà parlé avant? Est-ce que je suis en train d'être hyper malpoli, là? Voilà, le bon côté, c'est que ça apporte une certaine distanciation sociale. C'est clair. Et puis ça rend les séries vachement plus intéressantes. Tu peux les regarder vachement de fois, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Essaye de suivre Game of Thrones. sans être capable de reconnaître les personnages d'une scène à l'autre. Ça rend la série beaucoup, beaucoup plus compliquée, je pense. C'est clair. Surtout qu'ils sont presque tout le temps en armure et tout. Il doit y avoir pire. Les séries de soldats, là, Band of Brothers, par exemple. Moi, déjà, qui arrive à peu près à reconnaître les visages des gens, Band of Brothers, pour moi, c'est toujours le même acteur. Ils sont tous habillés pareil, ils ont tous des casques et tout, c'est mort. Et tu parlais de ta chienne. C'est marrant parce que c'est pas que chez les humains. En fait, on a fait des expériences sur les singes rhésus. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre des images et on se rend compte que ils vont passer beaucoup plus de temps sur celles qui ressemblent à un visage de singe. Ah ouais. Donc eux, ils ont aussi ce côté-là. Et si tu traques si tu regardes où est-ce que eux regardent sur l'image, tu vas voir qu'ils vont fixer les yeux et la bouche. Qui sont là où tu reconnais les gens, quoi. Voilà, et qui ont un faux œil et une fausse bouche, puisque c'est pas des visages de singes, c'est des tartines avec des visages de singes plus ou moins imprimés. Mais... Et ils sont là en train de se demander, est-ce que c'est la Vierge Marie ou pas? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et maintenant, puisqu'on n'arrête pas la science, on n'arrête pas la technique, maintenant on voit aussi qu'on a des phénomènes comme ça. Alors, j'ai pas dit le nom encore, je m'excuse, mais c'est ce qu'on appelle la pareidolie. Oui. La pareidolie, c'est reconnaître des motifs là où il y en a pas. Et ce phénomène de pareidolie, maintenant on le trouve aussi chez les ordinateurs. Maintenant qu'ils commencent à être entraînés à reconnaître des objets dans des images, eux aussi commencent à se tromper et à voir des visages là où il y en a pas. Ou des bits là où il n'y a que des hot dogs. Exactement.
pour faire référence à Silicon Valley et à Benjamin Griveaux. Exactement. Je pensais qu'à Silicon Valley, pas de politique. Et du coup, bon, c'est une pareidolie qui est un peu différente parce que eux, c'est vraiment en fait, nous, on voit pas forcément les visages au même endroit qu'eux. Que les ordinateurs, parce que eux, c'est vraiment plus des questions de géométrie, de polygones, tandis que nous, on a plus des questions de contraste, de couleurs. Mais c'est intéressant de voir que ce phénomène de pareidolie, tu le retrouves maintenant aussi chez les ordinateurs, parce qu'ils sont devenus suffisamment intelligents pour se tromper. Et qu'est-ce qui se passe quand tu leur montres donc le grilled cheese avec le visage de la Vierge Marie dessus? Je sais pas. Mais le grilled cheese, il faut savoir quand même que tu peux en faire une carrière parce que ce grilled cheese il a été vendu aux enchères $28 000. Oh la vache, pas mal. Voilà, voire un peu plus. Je sais pas si tu connais ce peintre qui s'appelle Arsim Boldo. Non. Arsim Boldo, c'est un peintre qui a fait toute sa carrière sur la pareidolie, puisque c'est un peintre qui fait des portraits humains à base de fruits, à base de livres, à base d'outils. Il y avait pas au 19e ou un truc comme ça, un visage humain à base de fruits C'est sûrement à lui que tu penses. Il en a fait, il en a peint plein comme ça. Mm-hmm. Et donc, il s'appelle Arsim Boldo. C'est là-dessus qu'il a fait sa carrière. Donc, c'est normal de voir des visages partout. Si vous voyez le visage de la Vierge dans votre linge sale, il faut pas s'inquiéter. Après, bon. Après, si vous pouvez en tirer $30 000, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais il faut peut-être se poser un peu des questions si vous voyez la Vierge partout. Là. Oui, au bout d'un moment, ça peut devenir un peu inquiétant. Ça peut être un syndrome de la schizophrénie aussi. Voilà, ou des hallucinations, tout simplement. Si votre pain est un petit peu faisandé. Eh ben, c'était tout pour moi, du coup. On va voir ce que ça donne et on va continuer à s'adapter aux méthodes de confinement. En attendant, moi, ce que je vous propose, c'est de rester chez vous si c'est le cas dans votre pays, de prendre toutes les précautions, de vous assurer de la bonne santé de vous, de vos proches et de ceux qui comptent. Et on se retrouvera très bientôt. Ouais, à la prochaine fois.